Salut à tous. Au titre de cette vidéo, nous allons continuer à étudier les crises économiques. Nous allons nous pencher sur deux axes. Le premier axe dédié à l'étude d'une caractéristique principale des crises économiques, c'est l'effet contagion. Et après, nous allons caractériser les différents types de crises. Alors, commençons par l'interconnexion qu'il y a entre les crises ou ce qu'on appelle l'effet de contagion. Supposons qu'une économie souffre d'une crise financière. Celle-là pourrait se manifester dans la chute brutale de la valeur des actions ou encore celle de l'immobilier, peu importe. L'essentiel, c'est que cette crise-là va conduire à un effet de richesse négatif. Parce que tous les agents économiques qui ont investi, qui ont spéculé dans ces actifs économiques vont perdre leur argent. Cette situation va conduire ou bien va ébranler la confiance sur les marchés de capitaux. Et les banques, pour se protéger, ils vont durcir leur politique de crédit, d'où une crise bancaire. Et comme vous le savez, le crédit est le cœur névralgique de toute économie. Donc les producteurs et les entreprises vont avoir des difficultés à, bien entendu, à investir, à produire davantage, à embaucher. Et là, on parle d'une crise économique. Et à partir du moment que les producteurs et les consommateurs, parce qu'à partir du moment, et les salariés aussi, à partir du moment qu'on a baissé la production et l'investissement, eh ben, il y a plus de chômeurs, il y a voilà, moins de valorisation de salaire, certainement. Cette situation va faire chuter les recettes fiscales prélevées par l'État. Et donc, une crise de la dette souveraine. Et l'État, pour financer le déficit budgétaire, il serait obligé d'adopter une politique d'austérité qui consiste à augmenter les recettes fiscales et diminuer les dépenses publiques. Et d'où une aggravation du chômage, une aggravation de la baisse de la consommation, et la crise économique va encore se durcir et peut-être il va se maintenir encore et encore dans le temps. Ben voilà l'exemple que j'ai prévu pour illustrer bien cette caractéristique. Maintenant, nous allons passer à la typologie des crises économiques et nous allons essayer, on va dire, de décortiquer chaque type de crise au niveau de la nature, la durée typique de chaque crise, le canal de transmission, les variables clés pour pouvoir l'évaluer et bien sûr, voilà, mesurer ses effets sur les agents économiques, sur la richesse. Et bien évidemment, on va terminer par des exemples emblématiques tirés de la géographie économique. Premièrement, la crise financière. Au niveau de la nature, c'est un dysfonctionnement sur les marchés de capitaux. La durée typique, c'est entre une année et 2 ans. Elle se transmet à travers les marchés financiers qui sont de plus en plus interconnectés. Pour les variables clés pour pouvoir la mesurer et apprécier ses effets, on a des indicateurs liés à la volatilité, on a aussi la liquidité, on a ce qu'on appelle les spreads. Ben, tout simplement, c'est le fait de comparer le taux d'intérêt avec lequel s'emprunte un pays qui a une balance de paiement excédentaire et qui a une économie prospère et solide, et le pays en question qui sollicite l'épargne publique ou bien qui sollicite les emprunts sur les marchés bancaires et les marchés financiers. Et la différence entre le taux d'intérêt du pays performant et le taux d'intérêt du pays non performant nous donne le spread. Et à partir du moment que c'est élevé, ça montre que le pays en question, pour lequel on fait la comparaison, eh ben, il risque de tomber dans le défaut de paiement. C'était le cas de la crise grecque en 2010. L'Allemagne, qui est le champion de l'Union européenne, s'empruntait à 2%, la Grèce s'empruntait à 12%, 12 moins 2, ça fait 10 points de différence. Donc, les banques ont été moins enclines, moins enthousiastes à emprunter de l'argent à la Grèce. Un exemple qui illustre la crise financière, c'est la crise des subprimes en 2008. Une crise bancaire s'affiche dans l'insolvabilité et liquidité des banques. Lorsque les banques souffrent d'un assèchement de liquidité,
ou lorsqu'ils sont incapables de répondre à leurs engagements à leur échéance. Là, on parle de crise bancaire. La durée typique de ces crises, c'est entre 2 ans jusqu'à 5 ans, comme c'était le cas de la crise des subprimes, qui est une crise financière, on est d'accord, mais qui a conduit à une crise bancaire. Elle se transmet via le système bancaire interconnecté. Bien évidemment, on a un certain nombre d'indicateurs pour l'évaluer, le capital bancaire, non-performing loan, les dépôts. Non-performing loan, c'est le cas de la crise japonaise. Au début des années 80, le total, ou bien le pourcentage des prêts qu'on risque de perdre parce que le délai de remboursement ou bien de recouvrement a dépassé 80 jours ne dépassait pas 2% au Japon. Mais en 1998, ce pourcentage-là a atteint 8%. À partir du moment qu'il dépasse 5%, eh ben, ça devient inquiétant et nous pouvons très bien parler d'une crise bancaire. La crise monétaire, c'est quoi? C'est une chute brutale de la valeur de la monnaie d'un pays pour plusieurs raisons. La fuite des capitaux, voilà, une politique de flottement qui n'a pas réussi, c'est le cas de l'Égypte. Le fait de compter trop sur l'investissement étranger, c'était le cas du Thaïlande dans les années 90. La durée typique de la crise monétaire, c'est entre 6 jusqu'à 18 mois. Là, elle se transmet ou bien il apparaît dans le marché de change, bien évidemment. Les variables clés sur lesquelles nous nous appuyons pour l'apprécier, on a les réserves, on a le taux d'inflation, le taux de change. C'est le cas de la crise du peso mexicain en 1994. La crise de la dette souveraine, en fait, elle s'affiche dans l'insoutenabilité de la dette publique, c'est-à-dire l'État est incapable de faire face à ses engagements. La durée typique, c'est entre 3 jusqu'à 10 ans. Elle se transmet via le marché obligataire. Les indicateurs, on a bien évidemment le taux d'endettement, c'est la dette divisée par le PIB. À partir du moment que ça dépasse 60%, et ben là, on dit que ça devient inquiétant. On a l'esprit de souverain, ben c'est le même concept d'esprit voilà, pour les banques, pour les entreprises, ainsi de suite. Et le cas le plus emblématique de la crise de la dette souveraine, c'est la crise grecque qui a duré de 2010 jusqu'à 2018. On a aussi la crise commerciale. Elle s'affiche dans un effondrement des échanges internationaux, comme c'est le cas aujourd'hui à cause des tensions protectionnistes et cette militarisation de la politique commerciale voulue par l'administration Trump. Alors la durée, généralement, c'est entre une année jusqu'à 2 ans. Voilà, on voit ça dans les chaînes d'approvisionnement qui sont de plus en plus perturbées. Le FMI me parle du triplement des barrières douanières et qui ont eu des effets notoires, et bien sûr pernicieux, en fait, sur les chaînes d'approvisionnement. Et lorsque le volume des échanges diminue et lorsque le protectionnisme augmente, et ben, ce sont suffisamment d'indicateurs qui nous permettent de renseigner sur l'ampleur de cette crise commerciale, comme c'était le cas dans la Grande Dépression des années 30 et voilà, ou encore le cas aujourd'hui. Et enfin, on a la crise économique. En fait, tous ces types, ce sont des types de crise économique, mais ça au sens général. La crise économique au sens strict, c'est autre chose. Elle se manifeste dans 5 cas. Le premier cas, c'est la contraction généralisée de l'activité économique, la chute du PIB, la hausse du chômage, la baisse d'investissement, donc le recul de l'activité économique, comme on a pu témoigner de cela pendant la récession Covid en 2020. On peut parler d'une crise de surproduction, c'est-à-dire l'excès de l'offre sur le marché de biens et services, donc des stocks accumulés, des tensions déflationnistes qui conduisent certaines entreprises à fermer leurs usines, comme c'était le cas du coton américain voilà, dans les années 40, en 1840. On a la stagflation, ben, vous la connaissez.
On a la crise de la demande, et là, on évoque la conception keynésienne. Donc, on a une insuffisance de la demande globale, on a un multiplicateur keynésien négatif, une trappe à la liquidité, c'est-à-dire la monnaie devient désirée pour elle-même, et du coup, les agents économiques cessent de placer leur épargne dans des, on va dire, dans des investissements financiers, dans des placements on va dire, même dans les banques. Ils arrêtent de placer leur argent dans les banques parce que la rémunération proposée n'est pas, voilà, n'est pas satisfaisante. Voilà, c'est le cas pour la stagflation des chocs pétroliers 73-79 et pour la crise de la demande, la grande récession 2008-2009. Et enfin, on a une crise structurelle, c'est-à-dire qui prend beaucoup de temps comme c'est le cas du chômage. On peut parler d'un chômage structurel de longue durée qui est le résultat de l'inadéquation entre l'offre et la demande sur le marché voilà, de travail. Ça peut être le cas aussi pour les autres marchés. Le chômage persistant, une obsolescence technique qui est très très accélérée et à une grande vitesse et certaines économies ne peuvent pas la supporter, d'où une on va dire, une valorisation qui est très très faible sur le marché international. Et ces pays, bien entendu, vont souffrir de la désindustrialisation et bien entendu d'un recul économique notoire. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.